Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale proposée par la FRTP Île-de-France sur le thème marché public, travaux publics, transition et opportunités. À quelques mois des élections municipales, les entreprises franciliennes de travaux publics sont à la croisée des chemins. Les carnets de commandes se tarissent, les délais de décision s'allongent et la commande publique, moteur du secteur, pourrait marquer le pas l'année prochaine. Pourtant, les besoins de la région capitale sont immenses. Comment préparer le territoire demain? Comment préserver la commande publique? Quelle place pour l'investissement public dans la dynamique d'aménagement du territoire francilien? Les réponses avec nos invités ce matin pour comprendre les enjeux, anticiper et évoquer les solutions à mettre en œuvre. Jean Bouzide, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat des travaux publics des Yvelines et membre de la commission économique de la FRTP Île-de-France. On a hâte de vous écouter. Est-ce que vous nous confirmez que 2025 marque la fin d'un cycle de croissance pour la profession? Bien. Alors, depuis 2021, l'activité des travaux publics en Île-de-France se maintient légèrement sous les 11 milliards d'euros, portée surtout par les chantiers du Grand Paris et les Jeux Olympiques. Cette activité a doublé en 10 ans. Ce montant d'investissement a permis à notre région capitale de commencer à rattraper son retard en matière d'équipement public de transport, tant pour les lignes du Grand Paris Express que pour les solutions de surface, que sont les trams, les voies en site propre qui leur sont associés. Il reste à ce jour à terminer de boucler les travaux du métro, de sortir les gares qui nécessiteront un effort de réaménagement de leur périmètre, tant du point de vue de leur accessibilité que du point de vue architectural et urbanistique. Cette année 2025, qui est une année préélectorale, habituellement très riche en travaux de fin d'année, semble à contre-courant des précédents cycles électoraux. D'accord. Que pouvez-vous nous dire sur les derniers chiffres publiés par votre baromètre conjoncturel? Alors, s'il faut repartir de cette dernière enquête FRTP, ce qu'on constate, c'est que les entrepreneurs, évidemment, ont besoin de visibilité pour piloter leur entreprise. L'instabilité politique coûte 3% à l'économie française. Cette année, elle coûtera donc beaucoup plus à notre domaine d'activité qui se nourrit de l'investissement public. Et c'est ce que confirment les entrepreneurs au travers de l'enquête d'opinion. On voit souvent qu'il y a un décalage entre le ressenti et la baisse réelle de l'activité. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu l'état des choses? Au travers des résultats que nous donne notre commission, on note des points positifs. Les carnets de commandes sont à un niveau relativement élevé. Le volume des appels d'offres en baisse, mais il résiste quand même. La trésorerie des collectivités, elle ne faiblit pas. Et le marché de l'immobilier semble amorcer une reprise. Par contre, nous avons des points négatifs. Ces points négatifs, on entend ici ou là parler de moratoire travaux sur le premier semestre 2026. Une instabilité budgétaire qui se traduira probablement par une baisse des dotations aux collectivités et un niveau de prix très très bas. Donc on reste sur la dynamique en 2025, mais forcément beaucoup d'interrogations pour 2026. Alors oui, des interrogations, sachant que la prévision de notre commission la plus pessimiste, c'est d'une baisse de 10% en volume et 9% en activité. Cependant, il faut rester quand même un peu optimiste. Et il ne faut pas crier avant d'avoir mal. Comme je l'ai précisé, notre niveau d'activité est quand même historiquement haut. Et nous ne voyons pas à cette heure de coup d'arrêt brutal à la commande publique. On doit donc être raisonnablement optimiste, mais rester vigilant. À noter que la Fédération des travaux publics d'Île-de-France a lancé une campagne à destination des maires et candidats afin de les encourager à poursuivre les investissements et pérenniser les infrastructures au service des usagers. Il s'agit d'améliorer la vie des Franciliens et cela, ça se fait au quotidien.
Exactement. J'ai bien retenu le slogan. Merci Jean. On l'aura compris, l'investissement est conditionné à l'heure actuelle par ces incertitudes politiques et la projection des municipales. Dans ce contexte-là, les entreprises doivent redoubler de vigilance, notamment sur la trésorerie, tant les perspectives peuvent être incertaines. Christophe Mette, bonjour. Vous êtes président de la commission marché et identification professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'allongement des délais de paiement qui est toujours un souci dans vos entreprises? Bonjour Jean-Noël. Alors avant de répondre à votre question, je vais revenir sur quelques indicateurs et chiffres qui sont importants à connaître. 70%, c'est la part de la commande publique dans le domaine du travaux public. Ça fait effectivement une part majoritaire. Chez nos maîtres d'ouvrage ont l'obligation d'avoir des paiements, on va y revenir. Un maître d'ouvrage public a un délai de paiement de 30 jours qui doit être respecté. Et les établissements publics, alors là je parlerai par exemple de la SNCF ou de la RATP, ont eux 60 jours. Par contre, face à ces obligations-là, aucune sanction. La loi LOM, qui impose aux entreprises, c'est de payer leurs fournisseurs au bout de 45 jours. Et là, par contre, quand les paiements ne sont pas faits en temps et en heure, les sanctions tombent. Les pénalités se font, et on connaît d'ailleurs... Le poids de mesure, suivant qu'on est entreprise Exactement. ou donneur d'ordre public. Donc, pour répondre à votre question, quelles sont les conséquences? C'est tout simplement une augmentation, une croissance des défaillances des entreprises depuis l'après-Covid. Et pour être encore un peu plus clair, un défaut de trésorerie, un retard de trésorerie, ça peut être la mort de l'entreprise. Alors pour les entreprises les plus fragiles, mais qui sont le noyau dur de notre fédération. Est-ce qu'au niveau de la région Île-de-France, vous avez observé récemment des défaillances d'entreprises, les trésoreries de ces entreprises ayant été mises à difficulté par ces délais de paiement? Oui, donc en 2024, les chiffres étaient effectivement déjà montré une hausse assez significative par rapport à l'année précédente. Mais surtout, ce que je voudrais retenir, c'est également le décalage qu'on peut avoir entre une vision de l'État et celle des entreprises et la réalité des entreprises. Donc les données que l'on voit circuler ne sont pas la réalité du marché telle que vous l'observez sur le terrain. C'est exactement le retour de la base des entreprises, de nos adhérents. Exactement. Donc, pour ce faire, et c'était un peu la mission qu'on s'est donnée en début d'année, c'était de lancer une enquête de délai de paiement pour avoir des éléments factuels, concrets, de manière à pouvoir structurer des actions auprès de nos donneurs d'ordre, et j'y reviendrai. Et potentiellement d'identifier les bons élèves et les moins bons. Notre manière de travailler, c'est effectivement de co-construire avec nos clients les difficultés et les partager. Donc je pense que ce n'est pas une liste noire ou orange. On va plutôt voir comment on peut remédier Exactement. à cette situation. Qu'est-ce que vous initiez au sein de la FRTP Île-de-France? Donc je l'évoquais, on a lancé en début d'année une campagne de délai de paiement. Donc les premiers retours, effectivement, ont été faits cet été. Donc on est en train de travailler les informations. Donc c'est sur cette base-là, finalement, que je ne pourrais pas vous répondre ni sur les bons ni sur les mauvais payeurs. Pour autant, on aura, je pense qu'on y aura réalisé un peu plus clair en début d'année. Mais la première bonne réponse et le premier bon indicateur, c'est le nombre de réponses que j'ai eues et qui traduit bien la préoccupation des entreprises sur les dettes de paiement. D'accord, donc la priorité, c'est bien d'objectiver la situation pour voir quelle est la réalité du moment et ne pas se laisser peut-être perturber. On ne se maîtrisera pas. Voilà. On agira auprès des donneurs d'ordre qui sont peut-être en difficulté, qui ont des problématiques à respecter leurs délais. Donc aujourd'hui, l'action concrète, c'est effectivement de cibler les actions qu'on va mener auprès des donneurs d'ordre sur lesquels il y a plus de difficultés. On parle des collectivités sur lesquelles il peut y avoir des pratiques d'organisation, et c'est aussi peut-être là aussi où il faut comprendre les raisons à ces difficultés-là. C'est parfois également une méconnaissance sur les paiements, sur les règles qui s'appliquent pour le paiement. Donc c'est à ce titre-là qu'en tant que fédération, on est là pour aider nos adhérents, et je pense qu'on peut aussi accompagner nos clients. On voit bien que c'est un sujet qui vous mobilise, ce n'est pas le seul. Quels sont les autres sujets de préoccupation actuels au sein de la FRTP Île-de-France? Mais il y a aussi également souvent des problématiques de moyens. On identifie des difficultés qu'il peut y avoir entre les maîtres d'ouvrage et leurs trésoriers payeurs. Ça, c'est une réalité aussi. Donc effectivement, à chaque fois, quand on rentre dans ces processus-là, on se rend compte qu'il y a des journées, des semaines qui s'égrènent et qui cumulent et qui conduisent à ces situations-là. Et puis pour les entreprises, parce que c'est aussi un sujet forcément sur lequel on travaille, c'est de les accompagner aussi, de les former. On a fait un certain nombre de documentations qui leur permettent aussi de rappeler les règles à respecter. Si je vais donner un conseil aux entreprises, c'est à chaque fois qu'on démarre un nouveau contrat, on doit provoquer une réunion d'enclenchement qui soit à but administratif et financier pour se mettre à plat et se mettre d'accord sur les règles de fonctionnement au démarrage, avant de ne pas être technique. Ça serait mon premier conseil.
Et puis, le second, c'est le paiement des intérêts moratoires. L'intérêt moratoire le paiement des intérêts moratoires est dû par la loi en cas de dépassement. Dans les faits, on se rend compte que les maîtres d'ouvrage ne les payent rarement automatiquement, et donc c'est aux entreprises d'en faire la demande et de récupérer leur dû. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on dit. Parfois, les entreprises n'osent pas demander à leurs clients, c'est un dû, et là, c'est quelque chose sur lequel on conseille vivement à D'accord. Donc, on voit là 2 points sur lesquels vous avez sensibilisé Tout à fait. vos adhérents. Vous avez évoqué la plateforme numérique Chorus Pro, qui est donc celle qui centralise toutes les factures pour les marchés publics. Ça devait être un petit peu la panacée, ou en tout cas apporter beaucoup de réponses à ces préoccupations. Est-ce qu'elle remplit sa mission? J'ai envie de dire que très partiellement. En fait, on a assez rapidement identifié et eu des retours sur des travers qui étaient pris par les utilisateurs de cette plateforme pour décaler les paiements, pour assez facilement renvoyer le compteur du top départ de règlement à zéro et revenir en arrière. Donc effectivement, ces retards de paiement, on nécessitait un travail qu'on a pu mener avec notre fédération et avec les services de l'État pour modifier cette plateforme, pour justement l'améliorer et éviter les travers qui étaient parfois trop utilisés pour retarder les paiements. Plus globalement, comment vous pouvez améliorer les choses? On voit bien, il y a un dialogue à avoir avec cette maîtrise d'ouvrage pour que ce soit plus fluide, que ce soit plus efficace pour les 2 parties. Effectivement, alors on a mis, mais c'était déjà il y a près de 1 an, une saisine, une adresse mail qui était une adresse générique qui permettait à toute une entreprise d'alerter la fédération régionale des travaux publics en cas de difficulté. Alors, cette difficulté a porté à l'époque beaucoup sur les problématiques de révision de prix. On était en période de forte inflation et effectivement, on a dû agir à de nombreuses reprises auprès de certains maîtres d'ouvrage qui n'avaient pas mesuré complètement leurs obligations, obligations de la commande publique, renforcées par les circulaires Borne et Castex. Donc effectivement, ça c'était une démarche assez forte. Mais sur cette plateforme, finalement, on a aussi des messages qui peuvent nous revenir sur les difficultés de paiement ou encore des conditions des clauses administratives qui sont parfois assez nouvelles et avec des clients assez novateurs. D'accord, on voit que les grands projets sont souvent aussi porteurs et apporteurs d'amélioration. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez mené avec la Société du canal Seine-Europe à ce sujet? Bien sûr. Alors, effectivement, nos premières actions remontent à il y a à peu près 1 an, où on avait eu des alertes à plusieurs reprises sur les conditions administratives des contrats qui étaient assez inhabituelles, et les CCAP comportaient énormément de dérogations au CCAG Travaux 2021. Donc, on a effectivement alerté au nom de la fédération la Société du canal Seine-Nord. On s'est adossé également au président de la Fédération nationale pour donner du poids à l'action auprès de leur direction. Et en définitive, après plusieurs rencontres et ateliers de travail, on est arrivé à des simplifications et à un CCAP qui est assez proche de celui du CCAG des travaux et avec des dérogations plutôt acceptables. Et de la même manière, et là c'est un travail qui est en cours un peu plus tard que ces dernières heures, on travaille que sur les clauses d'insertion, où aussi là l'ambition de leur clause d'insertion était plutôt assez classique, mais quelque part mal appliquée ou en tout cas mal calculée. On travaille avec eux en ce moment pour essayer de revenir à des choses qui soient plus réalistes et beaucoup plus qualitatives. D'accord. Avez-vous d'autres exemples de collaboration comme ça, ou en tout cas de rapprochement avec un donneur d'ordre qui permet de faire avancer les choses de manière positive? Alors, on avait été sollicité aussi en début d'année par Aéroport de Paris, qui avait des réflexions sur des évolutions de passation de marché pour gagner du délai sur les procédures. C'était plutôt quelque chose d'assez intéressant dans le contexte qu'on vient d'évoquer. Et on a eu des travails, des séances d'échange sur les bonnes pratiques, sur les expériences que peuvent avoir nos entreprises, soit en marché privé, soit à travers des expériences à l'international, pour essayer de travailler avec ADP et leurs jurés sur des évolutions de leurs contrats. Donc c'est effectivement quelque chose de très concret. D'accord. Donc on voit bien à la dimension technique, qui est un petit peu l'ADN de vos entreprises, sont venus se rajouter la complexité du juridique et de la gestion contractuelle. Donc ce sont des changements profonds dans vos structures. Les entreprises doivent également se préparer au verdissement de la commande publique. Sébastien Cornu, vous êtes président de la commission environnement au sein de la FRTP Île-de-France. Comment on prépare une entreprise à ce vaste changement? Alors, 2 maîtres mots pour les préparer, ces entreprises: de la formation et des outils.
Pourquoi ? Parce que si on veut mesurer cette transition écologique, si on veut aider à faire cette transition écologique, il est important d'avoir des outils. Et la FRTP a mis en place un certain nombre d'outils en lien avec la FNTP, mais c'est un des axes principaux. Et ces outils, si on veut pouvoir les utiliser, il faut être formé dessus et former aussi bien les entreprises que les maîtrises d'ouvrage. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'entreprise, elle peut être force de proposition. Mais si la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ne donnent pas le signe de proposer des écovariantes, d'utiliser des éco-comparateurs CO2, eh bien, l'entreprise pourra faire tout ce qu'elle veut, ça ne marchera pas. Et c'est là où ça va nous aider, où ce qui va nous aider, eh bien, c'est ce qui va arriver à l'été prochain, c'est l'obligation de rendre dans la commande publique les écovariantes. Et l'intérêt de ces écovariantes, c'est que ça va être un formidable levier d'accélération pour nos entreprises qui sont globalement déjà prêtes, mais qui n'ont pas forcément tout le savoir-faire pour pouvoir le présenter et le vendre comme étant un levier pour la transition écologique. Donc là, vous évoquez les écovariantes. Ça fait un moment qu'elles sont accessibles, ou en tout cas potentiellement accessibles. Est-ce que vous constatez une évolution dans la volonté de vos donneurs d'ordre de les rendre très concrètes dans leurs appels d'offres ? J'aimerais bien, mais il y a encore du travail à faire. De la même façon, on a mené une étude générale pour voir un petit peu comment ces éco-variantes, comment cet aspect environnemental était pris en compte dans la DCE. Donc on a analysé environ 4000 DCE, et puis c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, oui, il y avait des éco-variantes. Ah, c'est formidable. Oui, à peine 15%. Donc il y a encore du travail à faire. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de critères environnementaux et que ça faisait partie des critères d'attribution. Sur les 3/4. Presque, 68%. Mais finalement, c'est essentiellement sur des conditions d'exécution et pas sur la conception au départ du marché. Donc c'est là où on voit qu'il y a encore du travail à faire pour accélérer ce qui est déjà en route. Est-ce qu'il y a aussi une action à mener sur le savoir commercial, le savoir technique ? Et là, on voit bien que les enjeux environnementaux ont été pris en considération. Est-ce que l'entreprise sait vendre, entre guillemets, auprès de son client sa variante, la valoriser et lui expliquer pourquoi c'est la meilleure solution ? C'est là où on a encore beaucoup de travail à faire. On est face à des entreprises techniques et qui ont un niveau de technicité qui est reconnu. Par contre, on a encore beaucoup d'entreprises qui pensent ne pas forcément être capables de répondre alors qu'ils ont les outils et les compétences en interne. Donc il y a encore beaucoup de formation à faire pour expliquer comment proposer cette éco-variante, comment l'intégrer au marché et comment la mettre en avant et en valeur. Et c'est là tout le rôle de la FRTP et notamment de la feuille de route économie circulaire. Parce que cette feuille de route économie circulaire, elle a un certain nombre d'items. Un qui est la formation des maîtrises d'ouvrage, aller rencontrer les maîtrises d'ouvrage pour leur expliquer l'existence de ces outils, l'existence des formations, leur obligation qui va arriver l'année prochaine, mais c'est également comment interpeller nos entreprises pour pouvoir les aider et pouvoir leur expliquer qu'elles ont déjà les ressources en interne. Il faut simplement les mettre en avant. Et de montrer que ce savoir-faire environnemental, ce n'est pas une contrainte, c'est un levier. C'est un levier pour aller plus loin, pour aller plus vite, et même pour faire des économies, sur le court terme ou le long terme. C'est également un sujet et un enjeu de maîtrise d'ouvrage. Est-ce que, selon vous, elle joue le jeu de manière très concrète ? Je ne vais pas dire que mes maîtrises d'ouvrage, qui sont celles qui vont me payer, ne jouent pas le jeu. Oui, elles jouent le jeu. Mais de façon disparate. Certaines ont tendance à se reposer sur les entreprises sans forcément se donner elles-mêmes les moyens de comprendre ces éco-variantes, de comprendre le fonctionnement des outils. On a le plus bel exemple, c'est l'outil CFTP, qui est un éco-comparateur, un éco-comparateur CO2.
encore un certain nombre de maîtrises d'ouvrage transforment cet écran comparateur comme un bilan carbone. Ce n'est pas le rôle de CFTP. Donc c'est là où on a un travail de formation auprès des maîtrises d'ouvrage pour leur expliquer comment elles peuvent jouer le jeu et comment elles peuvent développer ces aspects. Quand on sait que l'année prochaine, les critères environnementaux et sociaux seront obligatoires dans les appels d'offres, le changement là aussi est conséquent. Qu'est-ce que vous préconisez pour que les entreprises soient prêtes et puissent accompagner cette transformation? Alors, je préconise à chaque fois la même chose. Utiliser des outils, se les approprier. On a tout un tas d'outils. Utiliser les bons outils. Les bons outils. Des outils qui soient reconnus. On a une chance fantastique. Je reviendrai sur l'outil CFTP. Cet outil est désormais reconnu au niveau de la commande publique. Et c'est là quelque chose qui est formidable. C'est un outil qui a été développé par la profession et qui désormais, sur la base d'un avis de l'IDRIM, devient un outil qui fait partie de la commande publique. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets de nouvelles compétences à acquérir pour être en mesure de travailler demain dans une entreprise de travaux publics à ce service-là? Alors, des compétences, on doit aussi, dans ces compétences à acquérir, on doit aussi changer les habitudes. On a tendance à associer le caractère de matériaux nobles aux matériaux naturels. Pas du tout. Le matériau noble, c'est celui qui a les caractéristiques qui permettent de répondre à un certain nombre de critères. L'important, c'est qu'il réponde à un coefficient de pression, à un coefficient de rugosité, à des aspects techniques, éventuellement une norme. Après, qu'il soit recyclé ou qu'il soit naturel, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Et donc, typiquement, ce simple exemple de est-ce qu'un matériau est noble ou pas, eh bien, c'est là où on doit le modifier. Et on a pour ça d'autres outils, des outils un petit peu plus indirects. C'est ce qu'on appelle la charte des recycleurs. Les recycleurs des travaux publics, eh bien, ce n'est pas un outil officiel comme CFTP, comme un cahier des charges, mais c'est un outil de partage de ces bonnes pratiques. C'est un outil de promotion, de filière qui permet d'échanger et de permettre d'expliquer à chaque entreprise que, petite ou grosse, on a tous à apprendre les uns des autres et qu'on peut aller vers de l'avant ensemble. Le maître mot, c'est l'anticipation sur ces sujets-là. Anticipation, c'est également le terme certainement au niveau de la formation, puisque on voit que vous faites face à de nouveaux besoins de recrutement. Francisco Dacuna, vous êtes le président de Connexience. La formation, c'est votre dada, j'ai envie de dire. Pouvez-vous nous faire un petit peu un état des lieux dans la région? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'Île-de-France représente 20 à 25% des TP en France. Donc c'est quand même une part non négligeable de l'activité des travaux publics. En Île-de-France, il y a une offre conséquente de formation, mais assez disparate, d'où l'idée du président de la FRTP de créer Connexience, de façon à essayer de trouver de faire un outil qui mutualise l'ensemble des formations en Île-de-France destinées à nos entreprises. Donc, Connexience, c'est d'une part les formations. Nous, on a gardé que les formations dites col blanc, des formations un peu techniques avec TP de demain. On essaie de proposer des formations en général pour notre encadrement. Et nous nous appuyons sur l'AFOR TP et le CFM TP. Nous nous appuyons également sur des partenaires comme l'AFPA, Cézanne, Gustave Eiffel, le STP, pour faire des formations un peu plus larges que ce qu'on avait habituellement. Donc un noyau dur autour des établissements qui sont purement TP et franciliens, et puis un deuxième cercle plus élargi avec les acteurs de l'écosystème formation. C'est bien cela? Après, on a des échanges également avec des lycées professionnels, à Porcheville, dans l'Ouest, pour ce qui est mécanique et conduite d'engin. Nous avons aussi des échanges et des rapprochements avec le lycée des Pannevel à Provins, complètement à l'Est cette fois-ci, pour des
des constructeurs de routes, des canalisateurs. Et puis, nous cherchons d'autres partenariats de façon à faire une offre la plus complète possible à nos entreprises. Le but, c'est d'essayer de mutualiser tout cela et qu'à chaque fois qu'une entreprise s'adresse à Connexiance pour avoir une formation, qu'on puisse la diriger vers le bon partenaire. D'accord. Donc ça, c'est le but essentiel de Connexiance. On peut dire que la FRTP Île-de-France est mobilisée et veille à ce que, pour demain, l'outil de formation soit prêt, parce qu'il faudra bien également préparer la reprise qui Alors, viendra. la formation, les entreprises, c'est tout un paradoxe. C'est-à-dire que quand on a du boulot, on n'a pas le temps de former. Et quand on n'a pas de boulot, on ne forme pas, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir. Or, en réalité, la formation, c'est un investissement sur l'avenir. D'accord, mais il faut préparer la reprise. Jean Bouzide, au-delà de l'année 2026, qu'on aura compris, c'était une année assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu la conjoncture au-delà du très court terme, à moyen et long terme? Alors, l'activité 2026-2027, va pas s'effondrer. Va peut-être simplement reprendre un peu de souffle. On l'a vu tout à l'heure, hein, le niveau d'activité quand même, depuis 2021, très, très élevé. Et puis, les territoires sont appelés à se transformer radicalement, en profondeur. Alors pourquoi ? Parce que le défi climatique est là. Et donc, face aux impacts du changement climatique sur notre territoire, nos entreprises ont travaillé à des solutions techniques innovantes et adaptées pour y remédier. Hein. Donc, je vois 3 axes majeurs pour illustrer cette dynamique. La transformation de la mobilité, alors par le développement d'infrastructures de transport doux, pistes cyclables, voies piétonnes, bornes de recharge électrique, qui va mobiliser les secteurs du BTP, de l'ingénierie urbaine et du numérique. Autre axe majeur, la renaturation des espaces urbains par la végétalisation des espaces publics, qui va être une réponse aux îlots de chaleur hein, que nous connaissons, à la perte de la biodiversité et à la dégradation du cadre de vie. Et enfin, la gestion innovante des eaux pluviales, qui par une gestion à la parcelle, favorisera la résilience urbaine. 12 propositions d'ailleurs ont été proposées par la FNTP pour constituer un mémento utile à l'usage des candidats aux élections municipales de 2026 pour répondre aux défis du changement climatique. Cette adaptation, c'est donc pas uniquement une nécessité environnementale, c'est un moteur d'innovation, de création d'emplois et de transformation territoriale. On l'aura bien compris, vous avez les solutions techniques. Exactement. Il y a cette volonté de continuer à aménager le territoire, puisque c'est de cela dont il s'agit, et de continuer de poursuivre les travaux, y compris les années électorales, pour que l'usager puisse bénéficier de ces infrastructures et que la qualité de service lui soit assurée. Est-ce que j'ai résumé un petit peu? Tout à fait, nos entreprises sont prêtes à relever ce défi. Merci Jean-Christophe Med, de votre point de vue. Vous continuez à mettre en place des outils de prévision, ça c'est important. Vous êtes vraiment vigilant par rapport à toutes ces dérives qui peuvent fragiliser vos structures. Les actions qu'on va mener, vous l'avez bien compris, les délais de paiement, je vais laisser un peu sur votre fin en vous donnant pas la liste des mois payeurs. Donc on va y travailler pour pouvoir agir, et ça ne demande pas par votre intermédiaire, mais plutôt par des actions de la FRTP pour agir auprès de ces maîtres d'ouvrage, les sensibiliser. C'est poursuivre le suivi des clauses des contractuels, des conditions contractuelles des marchés. Je prenais l'exemple du CSNE, qui est quelque chose vraiment co-construit avec eux et vraiment dont on est assez satisfait. Et puis, tu l'évoquais Sébastien, on sera aussi assez vigilant sur les clauses environnementales qui vont s'imposer à nous en été 2026. Et là aussi, je pense qu'il faudra être très vigilant sur la manière dont certains maîtres d'ouvrage vont se les approprier et les décliner. D'accord, donc on voit bien que vos commissions sont appelées à travailler de concert. Francisco, on voit bien que tout cela demande de la compétence. Vous serez au rendez-vous? On va essayer d'être au rendez-vous pour accompagner effectivement nos entreprises. On va essayer de mettre l'accent avec TP Demain sur la transition écologique. Je crois qu'il y a pas mal d'actions qui sont en prévision.
Il faut également que les entreprises soient conscientes. Si j'ai bien compris, et j'ai bien entendu ce qu'ont dit mes collègues, il va y avoir une baisse d'activité que tout le monde connaît d'ailleurs, a priori dans le premier semestre 2026. Il ne faut pas hésiter à mettre cette baisse d'activité au service de la formation si on veut être prêt pour la reprise ultérieure. Connexion va essayer de s'efforcer avec TP Demain à continuer à développer ces formations. On l'aura compris, les entreprises seront prêtes. Elles seront prêtes également à travailler, à dialoguer avec leurs donneurs d'ordre. C'est essentiel et c'est comme ça que les choses évolueront. Merci. La table ronde, je pense, aura mis en lumière un constat partagé par vos commissions. D'une part, les marchés publics traversent une phase d'ajustement, on va dire ça comme ça, après une décennie assez bénéfique et presque euphorique en Île-de-France. Les retards de paiement et la situation économique et les complexités administratives peuvent fragiliser en cette phase de transition vos entreprises, mais les transitions écologiques et technologiques, je pense, ouvrent de nouvelles perspectives de développement durable pour les entreprises en Île-de-France. Merci beaucoup. Je pense qu'avec le soutien de la Fédération régionale Île-de-France et toutes les équipes qui sont mobilisées au service de vos adhérents, les entreprises abordent cette nouvelle ère avec ambition et, je pense, volonté d'agir. Merci à tous. Merci. Merci.